Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Donc non, on n'a pas la vida loca, on n'est pas blindé. Moi quand je remets un peu les choses en place auprès de mon entourage, quand j'annonce ne serait-ce que les prix de l'immobilier à Toronto, mais j'en ai fait tomber plus d'un de leur chaise. C'est pas Paris, hein. C'est clairement pas Paris. Déjà que Paris, j'ai trouvé en étant étudiante et ensuite en étant jeune travailleuse la différence. Je l'ai vu pendant des années. J'ai vécu à New York, je sais très bien combien ça coûte. J'ai vécu à Hong Kong, j'en parle même pas. Toronto, c'est le next level. Donc, à chaque fois, je suis là en train de leur dire, mais qui vous êtes pour me juger basé sur ce que je mets sur Instagram? Parce que j'ai envie de mettre ce que j'ai envie de mettre, ça, je ne peux pas mettre autre chose. Et vous ne savez pas mon quotidien, vous ne savez pas combien je gagne, vous ne savez pas comment je vis, vous ne savez rien du tout et vous ne savez même pas le coût de la vie. Moi, je serais en savoir en ce moment même, je suis sûre que je serais déjà propriétaire de plusieurs apparts, très clairement, c'est pas du tout la même chose. Mais tu vois, pour moi, c'est indécent d'aller dire à une personne, tu ne sais absolument rien de sa vie, tu ne lui as jamais posé la moindre question, d'aller lui dire, pour toi, c'est facile de rentrer, tu as l'air d'avoir un super bon salaire, basé sur tes photos, est-ce que tu fais les week-ends, ta situation financière a l'air d'être bien. Tu sais, c'est même pas bienveillant, enfin, il n'y a aucun intérêt d'aller dire ça, au fait. C'est même pas bienveillant, c'est même pas de la fierté de se dire, tu as réussi ta vie, tu profites, parce que c'est même pas ça, c'est juste des gens qui sont aigris, je pense. Mais le problème, c'est que ça touche parce que tu te dis, mais pourquoi vous pensez que l'expat est riche, on ne vit pas tous à Dubaï, où on ne paye pas d'impôts, et où, effectivement, enfin, moi, je l'ai dit ça plusieurs fois. Genre, j'ai pu dire à des personnes, mais vous croyez que je vis à Dubaï? Vous croyez que je ne paye pas d'impôts comme vous? Vous croyez que je ne paye pas mon loyer 3 fois plus que vous? Vous croyez que mes courses, ça ne coûte pas 3 fois plus que vous? Le téléphone portable, les abonnements téléphoniques au Canada, c'est tellement cher, mais c'est même plus cher que les autres pays où je vivais. Et quand je dis ça, les gens, ça remet un petit peu, certains, tu vois, pas tous, mais certains qui m'ont eu dit ces critiques, je me suis pas gênée pour dire ce que je pensais en mode, moi, je ne vais pas juger ta vie. Tu n'as pas jugé la mienne, tu ne connais rien du tout de ce que je vis. Tu ne serais peut-être pas capable de vivre comment je vis moi actuellement parce que c'est tellement cher que ça pourrait en décourager plus d'un. Et je le comprends, mais comment tu peux arriver à de tels raccourcis parce que tu dis que tu vis à l'étranger? C'est ça que j'arrive pas à comprendre et que je comprendrai peut-être jamais au final. Moi, je sais que j'ai toujours été très transparente sur mon salaire. Si tu me demandes combien je gagnais, je te réponds, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je te réponds combien je gagne, je vais aussi te parler de mes factures. Bien sûr. Parce que franchement, comme tu l'as dit, que ce soit même l'assurance voiture, quand tu mets tout bout à bout, peut-être qu'on va avoir quelques centaines de dollars en plus par mois, mais ça n'empêche que je ne vais jamais m'acheter d'habits, je ne vais jamais chez le coiffeur, 1 ou 2 fois dans l'année à tout casser. J'achète beaucoup de seconde main en plus depuis pas mal d'années. Donc en fait, c'est là que mes choix ils se font. Mais du coup, comme tu l'as dit, c'est juste une question de priorité. Et je trouve que effectivement, c'est dommage. Il faut arrêter de juger l'expat parce que les contrats d'expatriation, ils se font très rares. Enfin, moi, je suis jamais partie où on me payait mon billet d'avion si je rentrais en France, ou on me payait si j'avais des enfants, on va leur payer leur école. Enfin, ça n'existe quasiment plus, ces contrats. C'est de plus en plus rare. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était lorsque j'étais à Hong Kong. Mais c'est de plus en plus rare parce que ça coûte un bras. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Ça, c'est un monde qui est complètement différent du nôtre à la limite parce que tu as tellement d'avantages, tout est pris en charge que là, effectivement, il y a une bulle. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux lorsque j'étais à Hong Kong. Je l'ai vu. Cette différence, je l'ai vue également. Et là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on travaille pour la plupart tous en contrat local. On vit tous dans des villes, en tout cas pour moi, à Toronto, dans une des villes les plus chères du Canada. Tu peux pas résumer ça. Les gens ont vraiment l'impression, c'est un peu ce que tu disais, les gens, quand on leur parle d'expatriation, ils pensent soit à Dubaï, soit à l'expatriation, les contrats qu'on pouvait donner dans les années d'or des entreprises, quoi, où tu payais absolument tout. Et encore, etc. tu sais quoi, j'ai envie de rebondir sur Dubaï aussi parce que moi, j'ai ma cousine qui est installée depuis quelques temps et récemment, on discutait ensemble au téléphone. Ma fille, elle, qui fait de la gymnastique depuis de nombreuses années, donc elle arrive à Dubaï et on continue la gymnastique. Tu sais combien ça coûte d'inscrire ton enfant à la gym à Dubaï? J'imagine que c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France, ça c'est clair. C'est 2 000 € un trimestre. Ouais. Un trimestre. Un trimestre. Hein. Mais je sais que le foot ici, j'ai des potes qui font pas mal de foot en club. Quand ils m'ont annoncé les équipements et combien ça coûte, on n'est clairement pas sur les associations sportives qu'on a en France. C'est très cher. Tout est cher à Dubaï. Moi, je sais que la vie est très chère. Aller au restaurant, les malls, les soins. Tout est super cher. Ici, je trouve qu'au Canada, on est plutôt bien lotis à ce niveau-là. Mais moi, quand j'étais à New York ou à Hong Kong, je suis allée plusieurs fois aux urgences, par exemple. J'ai vu la facture. Tu as intérêt à gagner extrêmement bien ta vie au final parce que tout est cher. Tu as peut-être un salaire qui va avec, mais comme tu l'as dit, les factures, le coût de la vie, c'est pas la même chose. Et ça, si tu n'es pas un peu curieux ou si tu n'as jamais fait
cette expérience, tu peux pas le savoir. Donc, au lieu de faire des raccourcis qui sont vraiment ridicules et qui n'apportent rien au débat, bah, juste poser les questions en mode combien ça coûte de louer un appartement à Toronto ou à Montréal, par exemple. C'est peut-être intéressant en plus de voir la différence. Comment sont répartis tes impôts? Tu vois, commencer du début, se poser les vraies questions et ensuite, tu pourras comprendre pourquoi, de mon point de vue, je pense pas être riche, mais vraiment pas. Je suis la seule qui a pas de maison, hein, qui est pas propriétaire d'aucun bien immobilier de tout mon entourage. Je crois que je suis la seule. Et c'est pas parce que je ne sais pas mettre de l'argent de côté, mais c'est parce que déjà au Canada, comme tu l'as dit, c'est très cher. Donc pour pouvoir acheter un bien immobilier seul, en plus dans les débuts, quand tu es en visa de travail, c'est vraiment très compliqué. Non, c'est compliqué. Mais bon, bref, on va fermer cette parenthèse. Alors maintenant qu'on a fermé la parenthèse de l'expat n'est pas riche, une chose que j'aurais bien aimé qu'on aborde, c'est est-ce que toi, tu as des difficultés à dealer justement avec le décalage horaire qu'on a du coup avec la France? Alors, avec certaines personnes, oui. Par exemple, moi aujourd'hui, ce qui est insupportable pour moi d'entendre, parce que comme tu l'as dit, ça fait quasiment 6 ans que je suis partie, donc les gens maintenant ont l'habitude de savoir qu'il y a un décalage horaire. Je ne vis pas à 1 heure de chez moi. Ce qui m'énerve, c'est quand on m'appelle ou quand on m'envoie un message et qu'on me dit, viens, on s'appelle, mais par contre, c'est combien déjà le décalage horaire? À chaque fois, je suis là en train de dire, et si je parle de l'exemple depuis que je suis au Canada, à chaque fois, j'ai envie de dire à ces gens, mais attendez, ça fait 3 ans que je suis partie, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous me demandez encore, au pire, allez sur Google, parce que ce genre de questions, pour moi, et en fait, pour moi, je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est vraiment qu'ils ne le pensent pas, mais pour moi, c'est irrespectueux parce que ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte le fait que je suis partie et que du coup, non, si toi, tu es disponible à 15 heures, heure française, il y a peu de chances qu'en semaine, je sois disponible parce que d'une, je travaille ou peut-être que je fais autre chose. Et que quand des gens m'écrivent et qu'il est 20 heures pour eux et que pour moi, il est peut-être 14 heures en plein milieu de la semaine et qu'on m'appelle sans me demander si je suis disponible ou pas, c'est un manque de considération. Parce que c'est ça, en fait, le mot. C'est pas forcément un manque de respect, c'est un manque de considération parce qu'à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais en fait, vous pensez que je fais quoi? Pourquoi vous pensez que je suis disponible au moment où vous l'êtes? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre dans le crâne qu'il y a 6 heures de décalage? Tu sais, pour Hong Kong, j'avais même plus que 6 heures, j'avais même 8 ou 9 heures de décalage. Il y avait encore des gens qui m'appelaient à n'importe quel moment quand c'était bien pour eux, mais que ça n'était pas pour moi. Et du coup, il y avait de la frustration des deux côtés parce que je n'étais pas disponible, forcément, surtout si je travaillais. Ou alors, des fois, on me réveillait. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça m'est arrivé au tout début. Ça m'arrive plus Mais ça, maintenant. c'est le pire parce que ça m'angoisse. Au milieu de la nuit, mais c'est ça. Mais oui, moi, ça m'angoisse. J'ai oublié. Je me dis à chaque fois, il y a quelqu'un qui est mort, il y a eu un accident, pourquoi on m'appelle comme ça? Et que ça arrive une fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours les mêmes personnes ou les gens qui vont me dire, on s'appelle quand on peut, quand on est disponible. Mais au fait, avec un tel décalage horaire, qui est de 6 heures en tout cas au Canada, c'est impossible. C'est impossible. Et moi, je le vois depuis 3 ans que c'est de l'organisation. Moi, j'ai jamais refusé un appel, j'ai jamais oublié de répondre à un message. Jamais. Je défie quiconque de mon entourage de me dire l'inverse. Mais je suis souvent en train de dire, par contre, là, tu vois, ça va pas le faire parce que moi, je travaille. Ou là, c'est trop tôt pour moi. Ou là, ça va être un peu tard pour toi. Donc, il y en a pour qui ils comprennent très bien. Et figure-toi que ceux qui ont des enfants, c'est peut-être eux-mêmes ceux qui comprennent le mieux dans mon entourage. Mais tu en as certains, ils continuent à me poser la même question. Ils continuent à m'appeler en plein milieu de la journée pour moi. Et puis après, ils me disent, ah c'est compliqué, franchement. Et je suis là, mais ça fait 6 ans que je suis partie. Je sais qu'il y a un décalage, c'est quand même pas compliqué d'aller sur Internet et de taper Toronto décalage horaire. Pourquoi il y a un tel manque de... Moi, en fait, j'en suis venue à un point où ça me blesse parce que je me dis, il y a un manque de considération. Moi, je suis la première, quand je dois appeler quelqu'un de manière urgente en France, mon réflexe, c'est de toujours regarder ma montre. Parce que je sais que, par exemple, mon père, après 21 heures pour lui, il y a peu de chances que j'arrive à l'avoir au téléphone, ou je vais l'inquiéter, tu vois. Donc, je fais toujours en sorte d'appeler à des heures où je sais que c'est plus simple. Je fais ça pareil avec mes grands-parents, tu vois. J'ai toujours le réflexe de la montre parce que c'est de la considération pour moi. Et quand je vois qu'en retour, certains, encore une fois, pas tout le monde, mais certains sont encore là à me poser la question, c'est au final avec ces personnes-là où j'ai du mal à garder le lien, malgré des efforts, malgré beaucoup de flexibilité de ma part, honnêtement. Comme quoi, des fois, j'essaie de les appeler pendant mes heures de pause, alors que je n'ai pas 3 heures de pause. Ou des fois, dans l'après-midi, quand j'ai moins de travail parce que je travaille de la maison, mais ça me demande beaucoup de flexibilité de faire ça. Et je vois que ça semble normal pour eux. Alors que non. Et ça m'embête parce que je trouve qu'il y a vraiment un manque de considération. Et moi, ça me fait de la peine parce que je me dis que petit à petit, on crée une distance et petit à petit, ça va être dur de revenir dans cette relation. Tu vois ce que je veux dire?
c'est juste ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si tu penses pareil, mais moi, c'est vrai que ce comportement-là, qui est involontaire, hein, je le sais très bien, ça me fait de la peine pour ce manque de considération, en tout cas. Mais je sais que moi, enfin, parce que bon, chaque problème a toujours une solution. Donc déjà, les Bien sûr. téléphones, en plus, maintenant, ils ont plein d'applications où tu as juste à rentrer le nom de la ville. Moi, je sais que, bon, en plus, du coup, comme je fais un podcast sur l'expatriation, automatiquement, si je sais que je vais interroger une nana qui se trouve dans tel pays, pouf, j'ouvre l'application, je mets le nom de la ville où elle se trouve. Et comme ça, je sais systématiquement quelle heure il est. C'est rapide, j'ouvre l'application. Il est vrai que moi, j'essayais de dire, bah, en fait, viens, on planifie notre appel parce que Mm. l'autre jour, chez ma meilleure amie Julie, et je sais qu'elle l'a pas fait exprès et je lui en veux pas du tout. Mais elle m'appelle à 6 heures du matin parce qu'il est midi en France. Donc, c'est sa pause de midi. Elle se dit, tiens, je vais appeler Kelly. Bon, 6 heures du matin, je lui dis, il est un peu tôt, la cocotte. Elle me dit, mais je croyais que tu te levais tôt. Oui, mais tu Mais vois, enfin, je suis même pas sûre que quand je pas à me ce réveille point-là comme non ça, plus. j'ai les yeux qui collent encore. Je suis pas sûre que j'ai envie de raconter ma life. Bon, encore une fois, je sais très bien, je la connais. Elle l'a pas du tout fait exprès. Mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, en plus, comme tu l'as justement dit, c'est que le soir en France, du coup, c'est l'après-midi en général pour nous. Donc, on a des réunions, on a des choses, enfin, on travaille. Donc, c'est vrai que si on planifie pas l'appel, bah, on risque de passer à côté, en fait. Il y a de fortes chances qu'on passe à côté. Moi, je me souviens j'avais une frustration aussi, même avec le week-end, parce que, ouais, bah, on verra vers quelle heure on s'appelle. Bah non, en fait, je veux pas voir parce que Mm. moi, j'ai envie d'aller à la salle de sport, j'ai envie d'aller faire mes courses, j'ai envie de faire mon ménage, j'ai envie de faire des choses. Je peux pas attendre là que tu décides de m'envoyer un message en me disant, bah, appelle-moi maintenant. Et en Bien fait, je sûr. trouve que c'est pas compliqué juste de planifier un peu les appels. Et bien sûr, on peut réajuster s'il y a des choses qui arrivent, etc. Mais je suis Et d'accord tu, avec toi que plus tu vas attendre d'appeler la personne, plus tu vas avoir de choses à te raconter. Et du coup, plus longtemps l'appel va durer. Et en fait, tu te mords la queue. C'est le serpent qui se mord la queue parce que si en fait, de temps en temps, tu appelles la personne 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, maintenant, avec ma pote Julie, c'est drôle parce que elle s'est récemment excusée auprès de moi que oui, quand elle habitait dans la vie de famille avec ses enfants, etc., elle m'a complètement snobé. Snobé dans le sens où bah, on n'a jamais le temps pour s'appeler. Bon, moi, je lui en veux pas du tout. Et maintenant, tu vois, bah, on s'appelle très fréquemment, tu vois, mais on va s'appeler 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Quand elle est sur la route, elle rentre du travail. Elle va m'envoyer un message. Est-ce que c'est le bon moment pour que je t'appelle? La plupart du temps, je réponds oui, parce que je sais que ça va pas durer longtemps, en fait. Plutôt que d'attendre 3 mois et qu'ensuite l'appel va durer 1 heure et demie. Là, c'est plus compliqué de trouver 1 heure et demie sur ton créneau pour les deux personnes que... complètement. Et puis surtout, quand on parle du week-end, t'as pas forcément envie de passer tout ton dimanche au téléphone avec Ah, mais moi, c'est différentes fini. personnes Moi, c'est parce que fini, ça. voilà, parce que tu veux aussi profiter. Donc moi, j'ai mis le haut là il y a un bon moment déjà parce que sinon, tout le monde se réunissait le dimanche en se disant on va appeler Marine. Sauf que moi, bah, le dimanche après-midi, j'ai aussi envie de sortir, j'ai envie de profiter. J'ai pas Mhm. forcément envie de passer tous mes dimanches après-midi parce que c'est confortable pour ceux qui sont en France de m'appeler à ce moment-là. Comme tu l'as dit, moi j'ai des personnes, elles vont m'appeler dans la semaine quand elles savent que c'est possible pour moi. On s'organise ça et ça fonctionne toujours très bien. Moi, comme je l'ai dit, j'ai jamais refusé un seul appel. Mais par contre, je nuance toujours en disant, par contre, il faut qu'on s'organise parce qu'il y a 6 heures, si tu veux m'appeler la semaine, moi je travaille. Cette semaine, ça va être un peu compliqué, j'ai trop de réunions, il faut que je sois focus. Mais par contre, à ce moment-là, oui, on en revient un peu à ce qu'on disait, c'est une histoire de priorité. Si tu as vraiment envie d'appeler cette personne, c'est soit nous ou eux, tu vois, tu vas trouver le moyen de bien le faire. Mais en vrai, c'est du détail de se dire que tu appelles quelqu'un, mais qu'il faut juste que ça corresponde avec ses horaires à elle et tes horaires à toi. C'est la première question que tu devrais te poser parce que quand tu agis dans le sens inverse, tu peux pas imaginer un petit peu le message que ça produit pour des personnes comme nous. Par exemple, c'est en mode, ouais, c'est quand eux, ils sont disponibles, mais pas forcément, mais ils se disent pas que nous, c'est un petit peu compliqué. Du coup, il y a de la frustration, puis il y a de la compréhension. Alors qu'il Mhm. suffit d'être organisé, il suffit d'être transparente et d'expliquer pourquoi tu ne veux pas forcément tous les appels du dimanche, par exemple, mais que par contre, tu es disponible ici. Et ça fonctionne. En fait, je pense que tous ces petits malentendus, ils peuvent à un moment donné se résoudre si déjà plusieurs personnes veulent faire l'effort et s'il y a de la communication, tu vois. Ça, je pense que ça peut vraiment fonctionner dans le bon sens. Mais Marine, c'est toi qui as fait le choix de partir. C'est Bien toi sûr. qui as fait le choix de partir. C'est à toi de faire des efforts, nom de Dieu. Ou alors, c'est toi qui as fait le choix de partir, c'est plus facile pour toi, ça aussi. Voilà. Et bonjour la culpabilité derrière cette phrase, en tout Voilà, cas. et ben c'est parfait que tu dis Bonjour. ça parce que justement c'est quelque chose, un point auquel je voulais absolument discuter aujourd'hui. 2 points d'ailleurs. Donc récemment, il y a quelques jours, j'ai posté une story sur Instagram. Du coup, j'ai demandé à ma communauté si tu devais souhaiter quelque chose à ton enfant,
ou à ton frère et à ta sœur, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, quelle est la chose que tu lui souhaiterais? T'imagines même pas le nombre de réponses que j'ai, mais on va dire 80% des réponses, c'était je lui souhaite d'être heureux. Donc je lui souhaite d'être heureux, épanoui, bien évidemment. Je lui souhaite d'être aligné avec ses décisions, avec ses choix. Donc en gros, tout le monde souhaite à tout le monde d'être heureux. Bon, les choses sont dites. Je te C'est souhaite déjà d'être ça. heureux. Voilà. Moi, être heureuse en Moselle, c'est pas deux mots qui allaient ensemble. C'est pas une phrase que je pouvais faire. Et d'ailleurs, ça va me permettre aussi de rebondir sur un article que j'ai récemment lu sur l'impact de l'expatriation sur l'entourage. Et c'est un article que j'ai absolument détesté, donc je ne mettrai pas le lien de cet article dans la description de l'épisode. En dehors du fait qu'il y avait beaucoup de choses négatives, cet article a vraiment employé des mots que j'ai trouvés très durs parce que ça disait que notre entourage subisse, qu'ils doivent s'adapter et qu'on leur impose nos choix. Donc, ok. Bonjour la culpabilité, hein. Vraiment. Voilà. Remettons les Ouais. pendules à l'heure 5 minutes Ouais. parce que du coup, moi, j'ai envie de... Toutes celles et ceux qui nous écoutent, je les invite à réfléchir à ces deux phrases que je vais dire. Donc, la première, j'ai envie de dire, moi, et je parle pour moi, c'est que quand je suis née, jusqu'à l'âge de 18 ans, on m'a imposé de grandir dans une région où j'ai vraiment essayé de m'adapter. Puis, j'ai subi un mal-être. Franchement, je me souviens de le nombre de fois où j'étais dans ma chambre à pleurer. Et puis même, en plus, je pense que je dois avoir des dépressions, je sais plus comment on dit en français, mais seasonal depression, avec la pluie, le gris, tout ça, ça me Le met vraiment... changement de saison. C'est pas le changement de saison, c'est la pluie. C'est vraiment le fait qu'il fasse gris et qu'il n'y ait pas de Ouais, soleil. ça te joue sur le moral, le manque de Le moral. luminosité, ça t'impacte direct sur ton moral. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, ça a été très dur à gérer. Donc, dans ma situation, j'ai l'impression d'avoir subi. J'ai l'impression qu'on m'a imposé et j'ai essayé de m'adapter. Mais maintenant, je parlais récemment avec mon oncle et ma tante sur le parcours de mes grands-parents, avec qui j'ai pas malheureusement eu assez de temps pour dialoguer. Et en réfléchissant un peu sur eux, je me suis dit, mais mes grands-parents, eux, ils ont subi la guerre. On leur a imposé de changer de pays s'ils voulaient survivre. Et ils ont dû s'adapter souvent à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Donc, par exemple, mon papy qui venait d'Italie, qui a dû venir en France, il a dû s'adapter à ça. Il n'avait pas du tout les moyens qu'on avait aujourd'hui. Il n'avait pas un prof, il n'avait pas des applications. Enfin, c'était pas du tout le même cas. Donc, en fait, ce que j'invite tout le monde à réfléchir et notre entourage, et puis la personne qui a écrit l'article aussi, j'espère qu'elle écoutera C'est ça. ce que j'allais te dire. Des mots comme subir et imposer, pour moi, ils sont pas du tout adéquats à employer pour notre entourage. Et même si je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être très dur de voir son enfant partir, mais est-ce qu'on préfère la voir partir et être heureuse ou est-ce qu'on préfère la voir rester et être triste en fait? Je te rejoins complètement. Je vais rebondir sur plusieurs points. Moi, j'ai toujours su, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours su que j'allais partir. J'avais jamais imaginé que ma vie serait comme elle est aujourd'hui. J'ai jamais imaginé l'expatriation parce que d'une, j'étais quelqu'un de profondément angoissé. Jamais j'aurais cru avoir cette vie. Mais je savais que je voulais partir. Et moi, pour moi, partir à l'époque, c'était la grande ville. C'était Paris. Je voyais Paris un peu comme un Sex and the City. Pour quelqu'un qui vient de la Savoie, où c'est pas l'ambiance de la ville, moi, Paris, depuis mon plus jeune âge, m'a toujours fait rêver. C'était mon but. Je savais qu'un jour, j'allais partir et effectivement, je l'ai fait. Après, je n'avais pas imaginé tout le reste, mais je l'ai fait. Et c'est vrai que quand je rentre chez mes parents, aujourd'hui, parce que j'ai plus de maturité, parce que j'ai eu la chance de voyager un peu dans le monde et de voir ce qui va pas, je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue d'avoir grandi dans un environnement comme la Savoie, des conditions que mes parents m'ont données pour pouvoir grandir dans un environnement sain et aimant. Ça, j'en suis vraiment rendu compte l'année dernière. Je pense que le Covid aussi a changé un peu les choses, mais je m'en suis rendu compte. Je suis hyper reconnaissante et j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux en plus, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était pas place à moi, tu vois. Je regrette absolument pas. Moi, j'aime ma région, mais peut-être qu'un jour ça changera, mais jusqu'à présent, je me sens pas de retourner vivre là-bas. Je suis attachée à cette région, mais je me sens pas ancrée au point d'y rester. Et quand je parle à mes amis qui viennent d'autres provinces, régions de France, pardon, je confonds avec le Canada, je me rends compte que l'attachement est là, surtout l'attachement familial, amical, mais que c'était pas forcément le plan pour nous. Et je trouve que déjà, rien que ça, il faut le respecter parce que c'est pas parce que tu as grandi toute ta vie quelque part que tu dois attendre que tes enfants, tes amis ou whatever, on reste au même endroit. Si c'est un choix, pourquoi pas? Et tant mieux. Mais il y a aussi d'autres personnes qui veulent voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs, comment est le monde. Moi, je sais que je voulais voir comment était le monde. Et je savais que j'appartenais pas forcément à ce monde qui était le mien lorsque j'étais encore en Savoie. Je voulais voir plus, je voulais voir grand. Après, je sais qu'il n'y a pas de pays parfait. Aujourd'hui, je pourrais vraiment te dire tous les avantages qu'on a en France, très clairement. Mais à l'époque, pour moi, c'était l'envie de voir autre chose, de sortir d'une routine, de voir autre chose, de découvrir autre chose et surtout de me découvrir moi-même. Moi, je me suis découverte depuis que je suis partie. On change, en fait. On change, on n'est plus la même personne et j'espère qu'on est une meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, j'espère pour moi. Et ça, c'est ce que l'expatriation m'a appris. Mais ça ne veut pas dire que je crache dans la soupe au niveau de ma région ou de ce que mes parents m'ont offert, mais absolument pas. Comme je l'ai dit, moi, je suis hyper reconnaissante d'avoir grandi en Savoie, très clairement.
mais c'est juste que partir m'a permis de me trouver. C'est peut-être la meilleure chose que je pourrais dire. On entend beaucoup des expats qui partent parce qu'ils n'aiment pas leur pays, qui fuient, parce qu'ils veulent voir si l'herbe est plus verte. Moi, j'ai plutôt envie de nuancer en disant que aussi tu peux partir pour te retrouver. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur les mots qui sont choisis dans cet article. Je suis d'accord de dire que c'est dur pour l'entourage. Moi, j'ai eu des conversations très intenses avec mes deux parents, parce que je sais que ça n'a jamais été simple pour eux. Mais je pense que la plus grosse preuve d'amour qu'ils m'ont donnée, c'est de me dire qu'à partir du moment où ils savent que je suis alignée et heureuse, c'est plus simple pour eux. Et du coup, ils sont heureux pour moi. Ils m'ont toujours dit, si demain on t'a 24 heures sur 24 avec nous en Savoie, mais que tu es malheureuse, ça va rien nous changer pour nous, au contraire. Et ces phrases-là, ça a complètement changé aussi ma perspective. Mais j'aimerais bien dire, tu vois, à l'auteur de cet article, et les larmes qu'on cache quand on monte dans l'avion, qu'on a dit au revoir à tout le monde et qu'on essaye d'être fort parce qu'effectivement, on a fait le choix de partir, donc on est censé assumer. Mais les larmes qu'on cache à notre entourage quand on part, et donc du coup, on se lâche dans l'avion. Le blues qu'on a pendant quelques heures, ou des fois, pour ma part, est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi je leur inflige ça? Pourquoi je pourrais pas être heureuse en étant H24 avec eux? Mais ça, personne ne le sait. Alors Ou que quand tu sais, moi, il y a un truc aussi je sais qu'ils le font pas de façon mal intentionnée, mais tu sais, quand il y a des réunions de famille, des anniversaires ou des choses comme ça, et pendant qu'ils sont en train de faire la soirée, ils vont t'envoyer des photos. Mais en fait, moi, les photos, tu vois, enfin, j'ai l'impression que je me fais narguer, en fait. Tiens, regarde ce que tu rates. Tu vois, à la limite, prends ton téléphone et appelle-moi en visio. Appelle-moi et dis-moi que t'aimerais bien que je sois là, que tu nous manques, ou tiens, regarde, on a envie que tu participes un petit peu avec nous pendant la soirée. Et bah oui, comme ça, je participe, je dis bonjour à tout le monde, salut, bon anniversaire si c'est l'occasion de le dire. Mais m'envoyer juste des photos, bah en fait, ça rend triste en fait. Je trouve que c'est pas, enfin moi je sais que ça m'attriste et je comprends pas en fait. C'est appelle les gens, appelle-les en visio, parce que même des fois, même ce qui me blesse, c'est que je vais les appeler et t'as les gens qui parlent derrière, tu sais, genre ils s'en foutent que t'es là derrière l'écran en train d'essayer de passer juste 5 minutes avec eux pendant la soirée. Et je comprends pas en fait. Franchement, je comprends pas. Et moi, jusqu'à maintenant, je pense que je culpabilisais vraiment beaucoup d'avoir fait choix de partir, mais là, je pense que j'ai mis un stop à tout ça. Maintenant, je ne veux plus culpabiliser parce que c'est trop compliqué à vivre en fait, de se dire et c'est on essaye beaucoup en fait. ouais, on essaie beaucoup et on doit pas culpabiliser. Qu'on culpabilise à un moment donné parce qu'on est sur le départ et qu'on voit que les gens sont tristes. Moi, perso, c'est là où je culpabilise le plus. Mais après, ça va parce que je suis alignée et ça va. Mais c'est pas parce qu'on a fait le choix de partir que c'est plus simple. Je vais te dire qu'à la limite, moi, je me sens plus alignée parce que j'ai fait le choix, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple. Je vais rebondir sur les photos. Moi, on m'envoie des photos ou des vidéos, mais je le prends de manière différente parce que je sais un petit peu ce que ça signifie pour ceux qui me font. J'ai déjà eu des conversations avec eux sur ça. Moi, là où c'est dur pour moi, c'est quand je rentre, par exemple, pas à Noël et que j'ai que ce soit des vidéos ou des photos de mon entourage parce que pour eux, c'est leur manière de m'intégrer pour pas que je me sente seule parce qu'ils me l'ont dit eux-mêmes et je les crois. Hein. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, pour moi, j'ai le blues et je me dis, purée, ça revient, je me dis, je leur fais subir ça. Et jusqu'à cet été, tu vois, je pensais vraiment comme ça jusqu'à ce que j'ai une conversation très honnête avec mes deux parents, tu vois, des conversations très poussées, très honnêtes, où j'ai pu vraiment dire ce que je pensais et eux ont pu énormément me rassurer en disant que la phrase que j'ai dit tout à l'heure, que pour eux, savoir si que je reviens en Savoie mais que je ne suis pas heureuse, c'est pas ça qu'ils veulent pour moi non plus. Donc, moi, je sais que la communication où, à un moment donné, j'ai décidé de parler des choses qui me dérangeaient ou de parler de ce que je ressentais quand on m'envoyait telle vidéo, telle photo, je sais que ça a aidé à comprendre de l'autre côté. Et surtout, ça m'a permis de voir des perspectives différentes, tu vois. Et ça aide. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais le choix de partir, tu n'es pas là pour tous les anniversaires, les fêtes, les célébrations, tu peux pas, c'est juste impossible. Et bien sûr que là, tu as le pincement au cœur parce que ça fait partie du choix que tu as fait. Les gens ne se rendent pas compte que l'expatriation, c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas juste la vie d'Aloca. Ce serait trop beau. C'est beaucoup de sacrifices. C'est des choses que tu vas manquer, des conversations, des personnes. Moi, je sais, par exemple, tu vois, que ma plus grande hantise, c'est qu'on m'appelle un jour, peut-être au milieu de la nuit, peut-être au milieu de la journée, et qu'on m'annonce une maladie ou le décès de quelqu'un. Parce que là, en étant à 6 heures, cette angoisse-là était encore beaucoup plus présente pendant le Covid où les aéroports étaient fermés. Et là, ça, c'est une angoisse, tu vois. Et tant que tu n'as pas vécu à l'étranger, tu ne peux pas savoir tu peux pas le ressentir de la même manière que nous. Tu vois, donc je pense qu'il faut remettre un peu par moment les pendules à l'heure. L'expatriation, déjà d'une, c'est pas une fin en soi. Il y en a qui vont jamais partir et qui sont peut-être plus heureux que moi. Pas une obligation, c'est un choix. Moi, je pars du principe personnellement que tout le monde devrait vivre et travailler dans un pays au moins une fois dans sa vie, au moins 6 mois, mais c'est complètement personnel.
parce que ça change, on change beaucoup à travers ce genre d'expérience, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas ça qui va déterminer ton bonheur. Le bonheur, comme je l'ai dit, c'est tellement personnel. Et d'un autre côté, ça veut pas dire que parce qu'on a fait ce choix de ce bonheur-là, que tout est simple pour nous et que les au revoir sont pas difficiles, que les photos, les vidéos qu'on reçoit, des fois, ça nous fait pas une boule au ventre. Ben non, on est des êtres humains en fait. Et moi, j'ai souvent caché mes larmes dans l'avion parce que je voulais pas infliger ça à mon entourage et je voulais pas rendre les choses plus difficiles. Et par contre, quand j'étais à l'aéroport, tu peux être sûr que voilà. Mais peu de gens ça parce que tu essaies de protéger ton entourage du choix que tu as fait. Mais c'est des fois compliqué parce on est des êtres humains en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Mais ouais, en gros, c'est vraiment. Enfin, j'espère que cet épisode ne va pas paraître trop dépressif et déprimant ou rabat-joie ou peu importe. En fait, vraiment, le but, je pense qu'il est important juste d'ouvrir les yeux un peu à tout le monde. C'est que même si c'est une personne qui a fait ce choix de partir, ça n'empêche que tout le monde veut qu'on soit tous heureux. Donc, il faut vraiment, vous voyez pas ce que je suis en train de faire avec mes mains, mais des relations, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, etc., ça va dans deux sens. C'est pas que dans un seul sens. Ça va dans les deux sens. C'est comme une relation amoureuse. Si tu veux qu'elle continue, il faut que il faut mettre du bois pour que ça continue. Mais le bois, c'est pas une seule personne qui doit le mettre dans le feu. C'est les deux personnes qui doivent le mettre. Et nous, expats, je pense qu'on met beaucoup plus de bois. On essaye, vraiment, on essaye. Mais il y a un moment donné, attention, parce que ça va péter. Et quand ça va péter, ça va pas être cool parce que ça peut briser des amitiés, ça peut briser des choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas cool pour les deux parties. Donc, je sais pas si toi, tu avais quelque chose à rajouter. Moi, c'est un peu mon petit mot de la fin. Un feu, pour le garder en vie, il faut mettre du bois et il faut que tout le monde mette du bois dans le feu. Moi, je suis d'accord avec ça. Dans toutes les relations, il faut être plusieurs pour que ça fonctionne. Si tu te bats pour les autres, ça ne fonctionne pas. Et je pense que dans notre situation, il faut se retrouver halfway, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à mi-chemin. On ne peut pas demander à des personnes qui ne sont jamais parties, qui ne connaissent pas une vie à l'étranger, de nous comprendre à 100% parce que c'est deux mondes différents. Et ça, il faut déjà ça c'est complètement entendable. Mais du coup, comment on fait pour se retrouver halfway? Comment on fait pour essayer d'avoir des conversations normales? Comme, pour moi, des conversations normales, c'est me demander si je vais bien, comment va mon travail, comment ça se passe au Canada, par exemple, les lois sur le travail, les vacances. Déjà, ça, c'est un bon départ et je pense que ça met de la distance dans rien du tout parce qu'en France aussi, on a ça. Donc, retrouver des bases avec l'entourage, partir sur des choses simples que tout le monde connaît parce qu'il n'y a pas de distance à avoir dans ces et puis, arrête de me demander si j'ai trouvé un mec. Ça aussi, ça me saoule. Si j'ai trouvé un mec, je te mettrai la photo sur Facebook et tu le sauras. Ouais. Et aussi, moi, ce qui a fonctionné avec certaines personnes avec qui j'ai déjà partagé ce que je ressentais, c'est déjà en parler entre nous. Moi, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à penser ce que je pensais à un moment donné. J'en ai parlé avec des amis d'ici ou dans d'autres pays. Et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Donc déjà, ça m'a fait du bien d'apprendre, de voir cela. Et ensuite, il faut en parler. Je me suis vraiment rendu compte qu'il faut en parler parce que d'une, ce que les gens vont dire, moi, ça m'a énormément surprise. Je pensais pas qu'ils pensaient comme ça, qu'ils voyaient comme ça. Du coup, ça m'a permis de me repositionner et d'arriver dans ce retrouver à mi-chemin. Et je pense que ça, si on a des gens intelligents en face de soi qui veulent que ça fonctionne et qui nous aiment, je pense, parce que j'en ai fait l'expérience récemment, je pense vraiment que ça fonctionne. Et ensuite, c'est un travail de quotidien. Comme tu l'as dit, c'est le feu. Donc, il faut mettre des bûches pour pas que le feu s'éteigne. Et dès que tu as été honnête, tu as expliqué pourquoi toi, ce tel comportement, qu'est-ce que ça te fait, et la personne en face de toi, elle te dit qu'elle voit pas les choses comme ça, qu'elle voit comme ça, là, ça y est, tu déverrouilles un petit peu tout ça, tu lâches les pressions, les malentendus, tu essayes de repartir à zéro sur des bonnes bases et c'est beau. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense vraiment que la communication, c'est la clé et surtout de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule perspective, qu'il y en a deux et qu'ensuite, j'aime beaucoup l'exemple du bois, qu'ensuite, ça s'entretient. Les relations à distance, ça s'entretient, les relations amicales, familiales, et même professionnelles, ça s'entretient et ça dépend juste des personnes au final et de la priorité qu'on a dans leur vie ou qu'elles ont dans nos vies. Ce serait pour moi la chose positive que j'ai retenue de tout ça, c'est vraiment d'aller un petit peu désarmer le sujet et de repartir à zéro en expliquant vraiment comment nous on voit les choses et comment eux voient les choses. Parce que c'est des fois très, très intéressant et surprenant pour le coup. Eh ben, écoute, c'est magnifique. Du coup, je t'avais pas préparé à cette question, mais est-ce que tu aurais une citation ou une chanson préférée que tu aimerais partager pour conclure cet épisode? Chanson préférée, alors citation, oui, j'en ai deux au fait. Chanson préférée,
Mistral gagnant de Renault. Et ma citation préférée, c'est « Je suis l'auteur de ma propre vie ». Quelque chose comme ça. Ou le propre héros de ton propre livre, ça se ressemble un peu. Ouais, ça se ressemble aussi, mais en tout cas, je suis la seule qui est responsable de ma vie et de mon bonheur, en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup Marine pour tous les expats qui nous ont écoutés. Encore une fois, cet épisode t'est dédicacé. Et si cet épisode t'a plu surtout et qu'il puisse peut-être débloquer certaines situations, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et Marine, je te dis à très vite, puisque de toute façon, on n'est pas très loin l'une de l'autre, donc je vais pas tarder à venir te voir à Toronto ou toi à Montréal, mais on va trouver, ou au pire, on va se retrouver halfway. À Kingston, c'est sympa. C'est un plaisir en tout cas. Merci à toi. Un plaisir partagé. Ciao, ciao. Bye. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles pour nous remercier de ce partage. Et si tu es nouvelle par ici et que tu ne sais pas encore qui je suis, que tu souhaites en savoir plus sur moi, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 49 où je te parle de mon expatriation aux États-Unis et au Canada. À très vite.